7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Didier Maistre, pardon. Bon. Eh bien, quel empressement. Bonjour Maud. C'est infernal. Bonjour à tous. Alors oui, je voulais vous parler très brièvement de ce qui se passe, ce qui va se passer avec Monsieur Macron dans la célébration du D-Day, le jour le plus long. Et je suis, comme je pense de nombreux Français, très choqué aujourd'hui. D'abord, Monsieur Macron s'invite partout sur les ondes et il n'y a aucun patron de médias assez courageux pour le dire. Écoutez, cher monsieur, il suffit, il y a une campagne électorale, vous vous invitez, vous n'êtes pas partout chez vous, y compris dans le service public. Il y a un minimum, quand on est président de la République, à respecter sa fonction. Mais surtout, monsieur Macron est dans la manipulation permanente de l'histoire. Et il se livre à des anachronismes historiques, mais aussi à des uchronies, c'est-à-dire qu'il part de faits historiques et il raconte sa propre histoire à sa propre sauce. Ainsi donc, il n'a pas invité Vladimir Poutine à la célébration de ce D-Day, mais à travers lui, bien sûr, c'est tout le peuple russe qui continue d'humilier. Monsieur Zelensky, lui, est quant à lui invité, même s'il n'est plus président de la République, parce qu'on dit toujours président de la République. Je rappelle que son mandat est échu, qu'il n'est plus rien, qu'il n'est plus élu, et qu'il ne représente que lui-même et peut-être une certaine forme d'humour pianistique. Ceci dit, je voudrais juste rappeler une réalité. C'est vrai que le brave soldat ricain, comme chantait Renaud, venu se faire tuer loin de chez lui, il faut lui rendre hommage, comme les soldats britanniques, comme les soldats canadiens, et les quelques résistants, non pas ceux de la 25e heure, les quelques résistants français qui, au prix de leur vie, pour l'amour de leur pays, se sont eux véritablement sacrifiés. Mais que dire des 26 millions de soviétiques, dont bien sûr, il y avait dans ces 26 millions des Ukrainiens, si tant est qu'on puisse le dire comme ça aujourd'hui, mais mettons, il y avait beaucoup d'Ukrainiens, mais il y avait aussi des Russes et d'autres nationalités. Alors aujourd'hui, on nous fait le débat, mais c'était pas des Russes, c'était des Soviétiques. Oui, sauf que les Russes ne sont pas invités. 26 millions de morts, tel a été le tribut payé par les Soviétiques, aussi par les Américains, aussi par les Canadiens, par les Britanniques, certes, mais 26 millions de morts qu'on refait mourir une seconde fois et dont on insulte la mémoire et les familles. Et pour cela, j'ai honte. Et pour cela, au nom de tous mes compatriotes, je demande pardon pour cette xénophobie complètement désinhibée de la part du président de la République. Nous ne sommes pas comptables des folies de ce petit monsieur. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Merci Didier Maistre. Nous passons à notre vue de haut. Vue de haut. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'UPR, vous êtes candidat aux élections européennes. Alors d'abord, nous parlions du 6 juin, Didier Maistre en parlait à l'instant. Vous avez rappelé sur vos réseaux que le général de Gaulle, et on en parlait avec Éric Banca ce matin, le général de Gaulle lui-même ne célébrait pas le 6 juin le débarquement. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit de façon très spectaculaire à Alain Peyrefitte, qui l'a répercuté dans son ouvrage « C'était de Gaulle », pour les Américains, ça n'était pas une libération, c'était le prélude à une seconde occupation. C'est terrible, une seconde occupation. Les Américains avaient prévu de venir en France, d'y installer un gouvernement militaire d'occupation, l'AMGOT, Allied Military Government, comme pour l'Italie et pour l'Allemagne, diffuser une monnaie d'occupation qui ressemblait furieusement au dollar qui était en francs, que j'ai présenté j'ai publié une vidéo sur UPR TV que tous les auditeurs peuvent aller voir, qui est très, très explicite sur le sujet. J'ai présenté ces coupures d'époque. Et les Américains avaient prévu de mettre au pouvoir, une fois que la France eût été occupée, de maintenir au pouvoir Philippe Pétain, Pierre Laval, dont je rappelle que la fille était apparentée lointainement au président Theodore Roosevelt et ainsi qu'au président Franklin Roosevelt. On l'oublie, c'est un détail de l'histoire assez extraordinaire qui est complètement passé à la trappe. La fille de Pierre Laval, José Laval, était mariée avec le comte de Chambrun, dont la mère s'appelait Clara Longworth, qui était une Américaine. Et également, les Américains avaient prévu de mettre au pouvoir Édouard Herriot, qui était
était un dignitaire de la Troisième République. Et tout ceci avait été organisé, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle lui-même qui explique de façon très argumentée. Tout ceci avait été organisé par Allen Dulles, qui était l'un des deux frères Dulles, qui était à la tête de l'OSS, c'est-à-dire le prédécesseur de la CIA. Allen Dulles, qui était à l'époque à Genève, et c'était organisé avec Otto Abetz, qui était le représentant d'Adolf Hitler à Paris. Et De Gaulle explique qu'en fait, les Américains ont toujours tout fait pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. Ils n'ont reconnu le pouvoir de Gaulle que lorsqu'il s'est installé le 26 août 1944 rue de Grenelle. Jusqu'alors, ils n'ont jamais reconnu la France libre. Lorsqu'il y avait eu l'opération Torche en Afrique du Nord, ils avaient reconnu Darlan et justement pas les autorités gaullistes. Ils ont après ça essayé, lorsque Darlan a été assassiné, de promouvoir le général Giraud, c'est-à-dire toujours des comparses. Les Américains ne veulent pas avoir des alliés, ils veulent avoir des vassaux, et ils ont tout fait pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. Donc De Gaulle raconte, c'était incroyable cette histoire, et De Gaulle a fait en sorte que ce soit les forces françaises, notamment après le débarquement du 15 août 1944 dans le Var, le débarquement de Provence, les troupes françaises qui sont remontées par la vallée du Rhône pour libérer Paris. Et parce que les Américains ne voulaient pas libérer Paris, ils avaient prévu d'aller directement dans la Ruhr pour aller détruire l'Allemagne. Voilà. Donc tout ceci pour dire que De Gaulle refusait de célébrer le 6 août 1944 en disant que c'était le prélude à une seconde occupation par les États-Unis. Alors peut-être pour revenir à ce que disait Didier Maistre, je précise que votre conclusion, Didier Maistre, n'engage que vous, le fait de demander pardon aux Russes de cette décision d'Emmanuel Macron, que ça n'engage pas la radio. Est-ce que Emmanuel Macron aurait dû, pour vous, inviter les deux représentants à la fois russes et ukrainiens? Est-ce qu'il pouvait y avoir éventuellement une espèce de stratégie de paix, ou est-ce que c'est une erreur diplomatique? Comment vous jugez cet événement? Moi, je pense, si vous voulez, qu'on devrait peut-être arrêter de célébrer ce 6 juin. D'abord, sous De Gaulle, on parlait pas du D-Day, on parlait du jour J, ou du jour le plus long. Il y avait même eu il n'y a pas non plus sans arrêt à teaser. Pourquoi on pourrait aussi, je sais pas, commémorer la bataille de Denain, qui nous a permis de sortir de la tête au moment de la guerre de succession d'Espagne. Enfin bon, il y a un véritable problème parce que derrière, c'est pas une commémoration politique, et c'est pas une commémoration historique, c'est une soumission politique. Voilà. Il n'y avait pas, encore une fois, le 6 juin 1964, De Gaulle a refusé toute célébration et il a dit « Je n'avais pas à commémorer une tentative des anglo-saxons de domestiquer la France ». C'est bien ce qui s'est passé ensuite. Les Américains avaient cette stratégie de domestication de la France. Et heureusement que De Gaulle était là, puisque quand il a débarqué lui-même, il a fait interdire la diffusion de ses billets d'occupation et puis il a imposé... Alors il est vrai que ce qui lui a facilité la tâche en 1945, c'est que Roosevelt, dont De Gaulle disait à son entourage, si vous saviez comme cet homme était méchant. Roosevelt détestait la France et De Gaulle, faut pas se tromper. Et Roosevelt est mort le 12 avril 1945, lui a succédé Harry Truman, qui était un vendeur d'aspirateurs et qui ne connaissait pas grand-chose à la géopolitique. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que De Gaulle en a profité pour imposer à ce moment-là le fait que la France soit reconnue parmi les grandes puissances victorieuses de l'Allemagne hitlérienne, ce qui a permis à la France d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'être reconnue comme une grande puissance. Voilà. Et c'est malheureusement ce joyau que De Gaulle nous a obtenu qui risque d'être détruit par Macron si nous avançons dans le projet d'une Europe fédérale où la France perdrait son siège de Conseil de sécurité au profit d'une Europe fédérale et perdrait également d'ailleurs sa force de frappe nucléaire au profit d'une Europe fédérale. Donc les enjeux d'aujourd'hui sont extrêmement importants et c'est absolument honteux la façon dont Macron utilise toute cette affaire. Alors pour répondre à votre question, moi je suis scandalisé qu'on invite M. Zelensky, d'abord parce que Zelensky, comme l'a dit Didier Maistre, en fait, c'est pas exactement ce qu'a dit Didier Maistre. Il n'est plus, comme l'a dit Didier Maistre, en fait, en droit, il n'est plus président. Mais il l'est toujours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dictateur. C'est-à-dire que monsieur Zelensky, il a critiqué Poutine parce que Poutine a fait des élections et donc Zelensky a considéré que Poutine était ivre de pouvoir, qu'il s'était fait réélire, que les élections n'étaient pas transparentes, qu'il n'avait eu que 3 compétiteurs, qu'il n'avait pas eu un accès égal aux médias. Ça fait rigoler quand on entend les Occidentaux dire ça, notamment Madame von der Leyen qui a été élue présidente de la Commission européenne, elle était toute seule candidate.
Mais Zelensky lui-même, c'est encore plus simple. Il a fait supprimer et les élections législatives et l'élection présidentielle. Donc ce monsieur est un tyran qui se maintient au pouvoir. Le fait qu'il soit reçu à l'Assemblée nationale est un véritable scandale. Est-ce que le contexte ne justifie pas le fait qu'il reste à la tête de l'État ? Mais pourquoi donc ? Pourquoi on nous le présente comme une espèce d'allégorie de la démocratie. La Russie est en guerre, ils ont organisé des élections. Je ne dis pas que la Russie, qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que la Russie soit exemple forcément... de démocratie, je ne pense pas. Oh, mais... Vous savez, moi, quand je vois, c'est ce que je disais l'autre soir, hein, quand je vois que pour les élections européennes, il y a eu 2 candidats, Madame Ayer et Monsieur Bardella, qui à eux deux ont eu 45% du temps de parole pour ces élections européennes, et que les 6 autres, vous savez, ces débats où avec 8 personnes, oui, de Monsieur Bardella jusqu'à Madame Aubry et Monsieur Desfontaines, en passant par Madame Marion Maréchal, etc. Les 8 candidats qui sont passés dans tous les médias, toujours les mêmes 8, qui d'ailleurs tous veulent rester dans l'Union européenne et dans l'euro, ces 8 candidats ont eu 92% du temps de parole selon l'ARCOM, et les 30 autres listes ont dû se partager 8%. Bon, moi j'ai eu 1h06 minutes, alors que le parti animaliste a eu 1h20. Voilà. Et que Madame Ayer, ce titan de la pensée politique contemporaine, Madame Ayer, qui est encore plus niaise que Madame Loiseau, Madame Ayer, elle a eu des dizaines et des dizaines d'heures. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Donc moi, qu'on vienne pas me donner des leçons de démocratie au reste de la planète. Déjà balayons devant notre porte. Hein. Voilà. Didier Maisto. Oui, alors déjà, une petite précision en mode, par rapport à ce que j'ai dit. J'aurais dit la même chose, savez-vous, si les Ukrainiens n'avaient pas été invités. C'est pas un panégyrique vis-à-vis, comme l'a dit d'ailleurs François Asselineau, vis-à-vis de la Russie, qui serait une démocratie extraordinaire dans un océan de dictature. C'est simplement que l'histoire, quand elle est attestée, et qu'on ne peut pas, à la lumière du présent, des bisbilles ou de quelques événements que ce soit, revisiter l'histoire comme ça nous arrange. Surtout quand on est une démocratie et que la parole de notre pays est engagée. Enfin, je veux dire, c'est juste ça que je dis. Et ça, c'est inacceptable. Alors, une question pour François Asselineau. Alors, une deuxième précision. On avait reçu à ce micro Éric Branca, hein, qui parlait de la MGOT, qui parlait justement de la détestation de Roosevelt et des Américains et du plan qui était prévu, notamment avec Jean Monnet, qui orne beaucoup maintenant un certain nombre d'universités de son nom ou de rues, qui était finalement un agent de l'étranger, comme on dirait aujourd'hui, un agent américain qui détestait lui aussi la France. Est-ce que la question n'est pas aussi un manque de culture ? On ne connaît plus notre histoire, on ne connaît plus ni l'histoire de France ni l'histoire européenne, et donc on est comme un petit radeau frêle sur l'océan, ce qui permet aujourd'hui à des politiciens de se comporter de la sorte et d'être dans l'instantanéité des réseaux sociaux, de TikTok. Qu'en pense François Asselineau de cette instrumentalisation permanente ? Oui, je suis d'accord avec vous, Didier Maisto. En gros, on n'enseigne plus l'histoire, ou plus exactement, ce que l'on enseigne de l'histoire est une histoire officielle qui parfois est assez proche de la réalité, et parfois en est fort éloignée. Le fait de présenter les États-Unis d'Amérique comme si c'était eux qui nous avaient sauvés de l'Allemagne nazie, c'est un mensonge. Je ne dis pas, bien sûr, et vous avez eu raison, Didier, d'insister sur le fait qu'il y a eu en effet des soldats américains qui sont venus mourir sur les plages de Normandie, comme des soldats canadiens, australiens, néo-zélandais, britanniques, etc., et également quelques Français. Ça, c'est vrai, donc il faut le leur reconnaître. Mais fondamentalement, ce qui a cassé Adolf Hitler et l'Allemagne hitlérienne, comme le disait Didier Maisto, c'est l'Union soviétique, c'est les 2 grandes batailles de Stalingrad et la bataille de Koursk. Donc c'est ça qui a cassé. Donc de toute façon, Hitler était fichu, et l'Allemagne hitlérienne. Donc les Américains sont arrivés, mais sont arrivés un petit peu après la bataille. La grande bataille pour les Américains, ça a été la bataille du Pacifique. C'est contre le Japon qu'ils se sont battus pour l'essentiel. Mais rappelez-vous cette formule de Gaulle dans une conférence de presse, tout le monde le bassinait avec l'apport des États-Unis, et il avait eu cette formule assez rigolote. Mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui, personne n'oserait dire la même chose. Il avait dit à la presse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les Américains en 1914, ils n'étaient pas là, et en 1940, ils n'étaient pas là non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la véritable histoire, c'est qu'Adolf Hitler l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler a été favorisée
par le big business américain, par Prescott Bush, l'ancêtre de la famille Bush, par Henry Ford, qui a été décoré par Göring de l'aigle impérial nazi. Donc il n'est pas sorti d'un chapeau, Adolf Hitler, il a été promu. Alors, il faudrait, lorsqu'on fait des mea culpa historiques, pourquoi pas, mais tout le monde doit faire son mea culpa. Or, moi, je vois que jamais les Américains ne font leur mea culpa historique. Jamais. Voilà. Alors, moi, je pense effectivement qu'on a aussi une très grande lâcheté de nos dirigeants. Ils sont tous là. Écoutez, j'avoue, je change à peine de sujet, mais c'est quand j'ai vu que hier et avant-hier, j'ai vu successivement Monsieur Desfontaines du Parti communiste français, tête de liste communiste, et ensuite Madame Marine Le Pen du Rassemblement national, qui l'un et l'autre ont demandé qu'on envoie des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tout l'échiquier politique français, du Rassemblement national jusqu'au Parti communiste, tout le monde avalise le narratif imposé par Washington sur la guerre entre la Russie, et non pas l'Ukraine, mais la Russie et l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui soient des ultra-atlantistes, qui reprennent ce narratif, je le comprends. Mais normalement, le Rassemblement national et le Parti communiste français, qui devrait se battre normalement pour défendre les intérêts de la France, pour ce qui concerne le RN, et pour le Parti communiste défendre, je sais pas, une certaine forme d'internationalisme et de rappel, parce que normalement, chez les communistes français, il y a quand même ce rappel de tout ce qu'a l'Union soviétique et la Russie, avant elle d'ailleurs, a apporté à la France justement pendant les grandes guerres. Il ne faut pas oublier non plus l'apport de la Russie au moment de l'offensive de la Marne. S'il n'y avait pas une offensive russe sur le front Est, la France eût été sans doute occupée en 1914. Dans un cas comme dans l'autre, ils reprennent ce narratif, ils nous emmènent vers la guerre. Le Parti communiste français nous emmène vers la guerre contre la Russie, mais je crois arriver. C'est le seul parti communiste au monde, je crois, qui prend ses positions. Quant au Alors RN, justement, François Asselineau, c'est très intéressant parce que vous êtes un des rares, peut-être un des seuls dans cette campagne, à prôner une sortie de tout de la France. Une sortie, évidemment, de l'Europe, une sortie de l'OTAN. Est-il possible aujourd'hui, pour un pays comme la France, d'avoir une politique indépendante, d'avoir une voix qui pèse un tant soit peu dans le concert des nations, si elle est membre du Conseil du commandement intégré de l'OTAN, si elle est dans l'Union européenne, est-ce qu'elle peut avoir la voix qu'elle avait originale? Et deuxième question subsidiaire, mais qui est directement rattachée, est-ce qu'on est vraiment très très loin dans cette campagne de toutes les problématiques européennes? C'est quand même, c'est vrai pour chaque campagne, mais est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans le paroxysme de cet éloignement? Alors, encore deux très bonnes questions, si je peux me permettre, de la part de Didier Maistre. La première, si vous voulez, c'est que, comme disait, je crois, saint Anselme, mais puis on trouve ça dans les Saintes Écritures, on juge d'un arbre à ses fruits. Bon, on constate que depuis que la France est engluée dans l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, c'est un fait que la France, d'année en année, disparaît, perd du pouvoir, perd du rayonnement, voit son agriculture, son industrie s'effondrer. C'est un fait. Voilà. On peut toujours dire, demain on rase gratis, il faut faire ci, il faut faire ça. Le fait est que ça, c'est comme ça. L'autre fois, j'avais été invité par Jean Quatremer, qui est un ultra-européiste, qui m'avait invité dans son émission depuis le Parlement européen, et je lui faisais remarquer, donc ça l'a mis en colère, mais je lui ai fait remarquer que en Europe occidentale, les trois pays qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui sont d'ailleurs trois petits pays. L'Islande, il y a 330 000 habitants. La Suisse, il y a 9 millions d'habitants. Et la Norvège, il doit y avoir 4 ou 5 millions d'habitants. Ces trois pays se trouvent être, d'après le programme des Nations Unies pour le développement, qui calcule un indice de développement humain, les trois pays qui sont au sommet mondial de la hiérarchie du développement humain. C'est un indice composite qui constitue à la fois du PIB par habitant, mais aussi de l'espérance de vie à la naissance, la participation des femmes à la vie publique, etc. Bon, donc on a ça. C'est la meilleure preuve de la fausseté des théories européistes. Et puis, si j'ose dire, on a quand même des exemples dans la vie internationale de pays qui sont petits et qui se portent très très bien du point de vue économique et qui même ont de l'influence internationale. Sous forme d'une semi-boutade un peu amère. Est-ce que vous imaginez Israël le fusionnant avec les 26 pays alentours?
Est-ce que vous imaginez Singapour, la cité-État, fusionnant avec les 26 pays alentours? Il faut bien comprendre que le principe même de la construction européenne n'est imité nulle part ailleurs au monde. Donc si c'était la clé de l'avenir, ça se verrait ailleurs. Et puis pour répondre à la deuxième question de Didier Maistre, il tape dans le mille. Je trouve, personnellement, je l'ai vu l'autre soir, si vous voulez. Bon, moi j'aime bien les animaux. Moi aussi j'ai un petit chat. Moi j'ai mon petit chat de la famille. Il s'appelle Pollux. Il est très mignon. Bon, mais quand je vois qu'il est question en ce moment d'aller ou non vers la troisième guerre mondiale avec la première puissance nucléaire, parce que c'est à ça que joue Macron. Il joue avec le feu sur ces questions. Il est question de la destruction de la France, c'est-à-dire que la France, devenant un État fédéré, dans une Union européenne devenant un État fédéral, puisque c'est la proposition qu'a mise sur la table M. Mario Draghi, qui est candidat à la succession de Mme von der Leyen à la présidence de la Commission. Si l'Union européenne devient un État, la France, elle perd son siège au Conseil de sécurité, dont je rappelais que De Gaulle nous l'avait obtenu de haute lutte. La France n'est plus une grande puissance. La France est obligée, si nous devenons un État fédéré, de mutualiser sa force de frappe. Et donc de savoir quelle sera la doctrine d'emploi de cette force. C'est-à-dire que s'il y a des Estoniens ou des Lettons qui veulent utiliser la bombe nucléaire contre la Russie, on sera embarqué dans cette histoire. Enfin, ce sont des sujets monumentaux. Sans compter que, par ailleurs, la France, n'ayant plus d'armes nucléaires, n'ayant plus sa monnaie, ne décidant plus de ses lois, etc., devenant une espèce de canton helvétique, pourra être ensuite tronçonnée. On pourra décider que la collectivité européenne d'Alsace devient un nouvel État fédéré. On a donc des sujets qui sont absolument monumentaux, et je n'ai même pas parlé de l'euro, dont Marc Toiti nous a expliqué il y a quelques jours que selon lui, c'est quand même un grand économiste, Marc Toiti, que selon lui, l'euro risque d'exploser en 2025. Tous ces énormes sujets ont été passés à la trappe, escamotés. Et effectivement, je parlais du parti animaliste. Si vous voulez, non, je suis désolé. Quand on a des sujets de cette nature, on ne s'inquiète pas trop de la question animale. Certes, c'est un sujet important, mais c'est quand même un sujet secondaire. D'autant plus que par ailleurs, s'agissant du parti animaliste, on va penser que j'ai une dent contre eux, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quand même un parti européiste. Quand on va sur le site du parti animaliste, on voit un drapeau européen, au nom d'une pipe. Qu'est-ce qui fait le malheur des animaux? C'est quand même les fermes de 1000 vaches, c'est quand même les cochons qui ont 2 cm² pour se déplacer, etc. C'est le big business agricole qui découle directement de l'agriculture ultra productive que nous imposent les traités européens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? François Asselineau, Didier Maistre, je propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité parce qu'il est quasiment 9h. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Dans le bulletin d'actualité, on apprend effectivement que France Télévisions aurait kidnappé Gabriel Attal et forcé à intervenir lors de l'interview de Valérie Hayé. Alors, je vous rassure, nous n'allons pas vous kidnapper, François Asselineau. Votre réaction sur cette séquence ? Complètement lunaire, quand même. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'état des médias en France et de la démocratie de façon plus générale est absolument lamentable. C'est un véritable scandale. Regardez, enfin, je le rappelle, que 92% du temps de parole dans ces élections européennes a été donné à 8 candidats qui ont pour particularité d'être tous les 8 pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et encore, il ne s'agit que des temps de parole. Ça ne compte pas les auditeurs. Parce que moi, les rares fois, j'ai été invité en tout et pour tout 1 heure et 9 minutes pendant 45 jours. Et à chaque fois, j'ai 4 minutes, j'ai 4 minutes 30, 5 minutes 10. Et c'est en milieu d'après-midi ou bien très tôt le matin. Donc voilà, il y a très très peu d'auditeurs. Ouais. Donc tout est fait pour cacher aux Français l'option fondamentale que moi je propose depuis 17 ans et demi, même mes pires adversaires, même tous les plagiats, parce que maintenant il y en a des plagiats. Maintenant il y a 5 ou 6 listes qui proposent de sortir de l'Union européenne, mais toute personne ne peut nier que c'est une option que les Français, dont les Français devraient débattre. Je rappelle que le 22 janvier 2018, Emmanuel Macron, président de la République, s'est rendu au Royaume-Uni. C'était donc entre 2016, le vote positif en faveur du Brexit au Royaume-Uni, et 2020, le moment où le Brexit a eu lieu effectivement, lorsque le Royaume-Uni est juridiquement sorti de l'Union européenne. Donc Macron y va au milieu du gué, si j'ose dire, donc en janvier 2018, et un journaliste de la BBC demande à Macron « Et
s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait? Macron répond, probablement, il y aurait une majorité de Français qui voteraient pour le Frexit. Donc, et actuellement, on a des sondages qui disent qu'il y aurait 20, 30, 40% des Français qui voteraient pour le Frexit. Ce ne sont que des sondages. On n'a jamais demandé aux Français. C'est donc, en tout cas, personne ne peut nier que c'est une option fondamentale qui se pose à la France. On n'en parle pas au moment des élections européennes. Et comme on n'en parle pas au moment des municipales, naturellement, ni des départementales, ni des régionales, et comme au moment de la présidence de la République, on fait tout pour le cacher, puisqu'on m'a empêché d'être candidat, et qu'au moment des législatives, on dit aux Français, est-ce que vous allez donner ou non une majorité au président élu? En fait, on n'en parle jamais. On n'a jamais demandé... les Français, on leur interdit, en fait, de vouloir changer une stratégie qui a été définie dans les années 50, qui est de fusionner avec un nombre de pays d'ailleurs, dont même les Français ne savent même pas ce qui va se passer. Un autre des grands débats qui n'a pas eu lieu, c'est les élargissements. Il y a 9 États qui sont actuellement prévus pour entrer dans l'Union européenne, dont rien moins que l'Albanie, la Géorgie et l'Ukraine. Ces débats n'ont pas lieu. Justement, moi, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais proposé un tirage au sort pour les élections, pour toutes les élections d'ailleurs, pour rebattre les cartes et repartir de zéro, puisqu'il n'y a pas une option qui est plus souhaitable qu'une autre, ça peut être dans une république avec un régime censitaire, ce qui est le cas. Il y a une élite qui sait et qui dit ça c'est bon pour le pays. C'est-à-dire un tirage au sort de toutes les listes, de tous les candidats, et le même temps de parole, non pas matinée de sondage ou de poids dans l'opinion, parce qu'évidemment, si vous partez d'une situation existante, ceux qui ont des élus seront toujours avantagés, et ceux qui n'en ont pas ne pourront jamais... compenser leur retard. Première question. Deuxième question, est-ce que le référendum, il faudrait l'étendre à d'autres questions? Et combien de fois par an, peut-être, je ne sais pas moi, plusieurs référendums en même temps sur des questions essentielles, peut-être à un rythme, vous allez nous dire, 1 fois, 2 fois par an, sur des questions fondamentales, fondatrices pour l'indépendance de notre pays et pour ce que pense l'essentiel, la majorité des citoyens français. Alors, pour la première question, il y a un fait objectif, c'est que je pense qu'il y a trop de listes pour les élections européennes. Parce que rien n'est plus facile que de faire une liste pour ces élections. Il suffit d'avoir 81 personnes, 41 hommes, 40 femmes, ou bien 41 femmes et 40 hommes, et c'est bon. Voilà, il n'y a aucune autre contrainte. Donc, d'année en année, il y en a de plus en plus. En 2014, je crois qu'il y avait 26 listes. En 2019, 34. Là, 38. Si on continue comme ça, dans 15 ans, il y aura 90 listes. Bon. Ouais. Donc, il y a un véritable problème, à mon avis, qui, effectivement, sert d'ailleurs l'intérêt du système, parce que quand les médias ont beau jeu de dire, vous comprenez, il y a 38 listes, on ne peut pas donner la parole à tout le monde, etc. Donc, déjà, je pense qu'il faudrait trouver un système qui permettrait de s'assurer d'une certaine représentativité des listes. Voilà. Par exemple, on pourrait imaginer que les listes soient obligées de mettre sur un compte séquestre, mettons 800 000 euros, c'est ce qu'il faut pour payer les tracts et les affiches, et ces 800 000 euros devraient être obtenus par Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on a lancé une collecte. Voilà, on a 85% de la collecte que nous souhaitons. On a lancé une collecte pour 1 400 000 euros. Ça marche bien. Si on peut se payer ça, c'est parce que on est représentatif d'un courant d'opinion. Voilà. Des listes qui ne sont pas capables de mobiliser de l'argent, et je dis qu'ils seraient vérifiés par des experts comptables, des commissaires aux comptes, c'est-à-dire pas d'argent caché, etc. Ça serait un modèle de représentativité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il n'est pas normal que tous les médias aient tous retenu les 8 mêmes candidats. Ça prouve d'ailleurs au passage qu'ils obéissent à des instructions venues de plus haut, parce que un média, normalement, surtout les médias privés, normalement, ce qu'ils recherchent, ça devrait être du buzz, ça devrait être de l'audience. Or, tout le monde sait que ces débats, regardez ce qui s'est passé l'autre soir, les gens en ont ras-le-bol, mais d'entendre les chicayas entre M. Bardella, qui a 28 ans, excusez-moi, qui n'a aucune compétence, qui n'a rien foutu pendant 5 ans où il était député européen. Ce type n'a rien fichu. Il n'a aucune compétence professionnel. Il a son bac, il a raté une licence de géographie. Et on nous le présente comme étant le sauveur de la France. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout le monde est là à lui donner 40% du temps de parole, 45% du temps de parole, avec Madame Mayer, qui est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas compétents. D'ailleurs,
La personne la plus âgée dans ces débats, c'est M. Glucksmann qui a 44 ans. Tous les autres ont moins de 40 ans, ils ont souvent moins de 35 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, il n'est pas normal que tous les médias choisissent toujours les mêmes. On pourrait avoir le système que préconise Didier Maistre, c'est-à-dire par exemple un tirage au sort parmi les 38 listes, et puis de temps en temps, ça aurait fait du bien de voir que M. Bardella était confronté à Madame Artaud, ou bien à Monsieur Jean Lassalle, ou que Madame Ayer eût été confrontée à François Asselineau, ça aurait été intéressant. Voilà, ça aurait été intéressant pour tout le monde. Donc le débat, il est sciemment verrouillé, et tous les médias obéissent aux mêmes instructions. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Si tous les médias retiennent toujours les 8 mêmes, c'est qu'ils obéissent aux mêmes instructions. En plus de ça, les sondages sont bidouillés. Vous allez voir, je prends le pari que le dimanche soir, oui, il y aura des surprises par rapport à tout ce qu'on nous raconte sur les sondages. Quelle surprise ? Vous allez voir. Moi, quand je vois que nous, on nous donne à 0 ou 0,5, pour un peu, on nous donne à -2. Moi, je vois je fais des salles pleines. L'autre soir, à Paris, il y avait 1000 personnes qui sont venues m'écouter, et il y avait 61 000 personnes en live, 41 000 sur Twitter et 20 000 sur YouTube. Excusez du peu. Et quand j'étais à Lyon, 3 semaines auparavant, il y avait 600 personnes à la Bourse du Travail qui sont venues m'écouter. Madame Ayer et Monsieur Attal, le Premier ministre, étaient venus la veille à la salle de la Confluence. Ils ont fait 300 personnes. J'ai fait 2 fois plus que Madame Ayer et le Premier ministre. Et d'après les sondages, on est à 0. On est à 0, il y a un petit problème quand même. Bon. On verra ce qui va se passer. Oui. Mais je lance ici d'ailleurs un appel à la mobilisation générale, parce que sur le terrain, on a un accueil formidable qui n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on m'avait donné à 0,05, on avait fait 1,2. Donc là, je pense qu'on va faire une progression sensible. J'espère qu'on aura des députés. Je pense que c'est tout à fait possible si on dépasse 5%. Mais je voudrais répondre à la deuxième question de Didier Maistre sur en fait les référendums. Et moi, je ne vais pas dire le contraire. En 2011, j'avais présenté un programme présidentiel. J'avais pas été candidat en 2012. On n'avait pas eu les parrainages nécessaires. On commençait. Mais j'avais présenté un programme. Dès 2011, je proposais ce que j'appelais à l'époque le référendum d'initiative populaire. Le RIP, que maintenant, pour coller à l'ère du temps, on appelle le RIC. Mais la demande des Gilets jaunes date de nettement plus lointain. Et donc, bien sûr qu'il faudrait développer, je suis 1000 fois d'accord, il faut rendre la parole au peuple français. Mais le problème, c'est que cette suggestion suppose que le problème est résolu. Parce qu'on a affaire à des gens qui, justement, ne veulent pas que les Français s'expriment. Donc on n'a pas affaire à des gens qui ont de la bonne volonté. On n'a pas affaire, affaire à des gens qui cherchent vraiment le bien commun, qui cherchent vraiment à comprendre ce que souhaitent les Français. On a affaire à une oligarchie, en fait une mafia, qui a pris le pouvoir au niveau occidental et qui veut imposer coûte que coûte un agenda politique, un agenda sanitaire, un agenda diplomatique, géopolitique, nous forcer également à avoir les prétendues valeurs européennes qui en fait sont des anti-valeurs européennes, sont des trucs venus des États-Unis, avec cette mode insensée, permanente de la woke culture, de transgenre, etc. Personne n'a rien contre les transgenres, mais cette promotion permanente, il y a 95% des Français qui sont mal à l'aise avec ce truc-là. C'est quoi cette histoire ? Ça découle de ce que De Gaulle disait de façon prémonitoire, que le débarquement, c'était peut-être le prélude à une seconde occupation. Et aujourd'hui, les Français sont sous occupation mentale venue d'outre-Atlantique. Alors justement, François Asselineau, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, il y a une question qui est incroyable. On a entendu François Bayrou, après la deuxième réunion à Saint-Denis organisée par Emmanuel Macron, le président de la République, où il avait invité, voire convoqué les présidents de partis. Alain Bayrou, le lendemain, sur France Info, s'exprimant, expliquait que tout le monde était d'accord sur l'Ukraine, que le président avait parlé, que tous les partis représentés, du RN en passant par la France Insoumise, étaient d'accord et que ça ne faisait pas débat avec la politique étrangère. Est-ce que ça vous choque qu'il n'y ait aucun débat et aucun vote même sur l'engagement possible, probable, plausible de la France dans ce conflit qui, selon les meilleures sources sur le terrain, a déjà fait entre 500 et 700 000 morts et pas 30 000 morts comme on nous le dit, puisque même M. Zelensky n'arrive plus à mobiliser. Il mobilise des femmes, des jeunes, il abaisse l'âge de la conscription, de la mobilisation. Est-ce que c'est choquant dans une démocratie que ce débat n'ait pas lieu sur l'engagement probable possible de nos troupes ?
Oui, alors évidemment, c'est même plus que choquant, c'est inconstitutionnel. Il y a un article, l'article 35 de la Constitution française, lorsqu'il y a un engagement militaire à l'étranger, au bout de 4 mois, le gouvernement doit organiser un débat suivi d'un vote d'autorisation par le Parlement. Et ça, c'est l'article 35 de la Constitution qui n'a pas été respecté. Monsieur Macron piétine la Constitution sur ce sujet comme sur tellement d'autres. D'ailleurs, l'esprit de la Constitution voudrait que cette habilitation donnée par les parlementaires revienne, mettons, tous les 6 mois ou tous les minimum pour dire au gouvernement on est d'accord pour continuer. Macron piétine la Constitution. C'est le premier scandale. Deuxième scandale, la pseudo-opposition ne fait pas son travail d'opposition. Quand on a un chef d'État qui piétine la Constitution, il faut lancer l'article 68, qui est l'article de destitution du président de la République. Et le Rassemblement national, les Républicains, le LFI, les communistes, etc., ont largement le nombre de députés permettant de lancer la procédure de destitution. Mais pas du tout, ils ne le font pas. Ils n'ont jamais lancé la procédure de destitution. Alors il y a des gens qui disent oui, mais c'est tellement compliqué à obtenir que ça n'aboutirait pas. Et alors, lorsqu'ils font des motions de censure, ça n'aboutit pas, mais ça affaiblit quand même le gouvernement. Donc d'ailleurs, la dernière motion de censure, parlons-en, eh bien, les Républicains, encore une fois, ont sauvé la peau de Macron. Donc, je lance ici un appel, si les gens sont d'accord avec moi. L'affaire ukrainienne et russe est extraordinairement grave. J'ai vu l'autre jour, là, lors du débat de premier, nous on était en poule B, sur France TV. Mais il y avait la poule A auparavant. Nous, on nous a sevrés d'un débat sur les questions internationales. Paraît-il qu'on n'avait plus le temps. Mais dans la poule A, ils ont eu un débat là-dessus. Et j'ai vu la journaliste qui a commencé en disant, en gros, ce que vient de dire Didier Maistre, c'est-à-dire, en fait, alors tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut aider l'Ukraine. Eh ben non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et nous, notre mouvement politique, on n'est pas d'accord. On ne veut pas. Nous, si on a des eurodéputés au Parlement de Bruxelles, on fera pas du Bardella. On fera pas qui s'est abstenu au moment d'envoyer 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Quand tous les autres, ils ont voté pour. Donc nous, si on a des eurodéputés, eh bien, on s'opposera à l'envoi d'armes et d'argent au régime Zelensky, qui est un régime corrompu, qui maintenant d'ailleurs est dirigé par un dictateur, puisqu'il a supprimé l'élection présidentielle. Et donc nous, on est là pour s'opposer. Et je trouve que il faut bien que moi je lance ici un appel, pas une voix pour les Républicains qui sauvent Macron, pas une voix pour Macron bien sûr, mais pas une voix non plus pour le Rassemblement national ou pour LFI, qui en fait jouent le jeu de Macron, sont des faux opposants. Il faut qu'il y ait... Imaginez que dimanche soir, et c'est toute la différence, si nous avons des députés, ça sera un véritable séisme politique. Si nous n'en avons pas, ça sera, comme on dit aux États-Unis, business as usual. Au bout de 3 jours, plus personne n'en parlera et on sera reparti dans un truc avec l'ERN qui fera... c'est quoi le truc? C'est que l'ERN passe de 22 à 24 députés, et alors, la belle affaire. Ça changera rien. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas élu au Parlement européen, François Asselineau? On va poursuivre. D'abord, on va voir. On va tirer on verra les résultats. Oui, bien sûr. Je compte fermement. Déjà, je signale que si on dépasse 3%, on est remboursé, ce qui est très, très important. Et si on dépasse 5%, 5 petits pourcents, eh bien, on a 5 élus, dont notamment le général Henri Roure, qui est le général des troupes de marine, qui est numéro 3, qui a une très grande carrière au ministère de la Défense. Nous avons une liste il y a 17 personnes sur notre liste qui ne sont pas à l'UPR. Nous avons 11 maires et élus municipaux de toute la France, certains de différentes opinions. La ruralité est très largement incluse dans notre liste. C'est une liste au-dessus des clivages de droite-gauche. C'est une liste d'union nationale parce que l'affaire est trop grave. La France risque de disparaître dans ces histoires. Merci beaucoup François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR, Union Populaire Républicaine, que vous êtes candidat donc aux élections européennes. Suivront évidemment les résultats dimanche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et merci Didier Maistre.